Un monde où le transport maritime rime avec innovation et durabilité. Jacques Barrault, scientifique de formation, a quitté un secteur stable pour co-créer une PME engagée. En 2020, Grand Sail a lancé son premier voilier cargo, révolutionnant le transport maritime avec une réduction de 90% des émissions de CO2. L'objectif est de décarboner le transport maritime tout en bâtissant une marque unique, alliant chocolaterie, café et innovation. Dans ce nouvel épisode de Nutstalk, découvre l'histoire fascinante de Grand Sail et comment intégrer la théorie du donut comme guide d'action pour développer une économie qualitative valorisant des produits locaux et durables. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Jacques, tu es le cofondateur et directeur général de Grand Sail. Alors avant de rentrer un petit peu plus en détail dans qu'est-ce que c'est et pourquoi, j'aimerais déjà que tu commences par te présenter et que tu nous présentes un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui. Oui, donc bonjour Mehdi. En fait, j'ai plutôt une formation scientifique à la base, hein. J'ai toujours aimé la science bon, pour différentes raisons, mais j'aime bien cette notion d'exactitude de la science et de volonté surtout de prouver les choses, hein. Surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, la science est parfois un petit peu galvaudée et je trouve au contraire qu'il est important de la défendre. Donc j'ai cette formation scientifique et je me suis rapidement retrouvé à finalement plutôt piloter des projets de développement en contexte informatique et même électronique d'ailleurs, avec des équipes d'ingénierie. Ça m'a occupé quand même pendant quelques années, pendant à peu près 15 ans même pour être précis, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, mon frère en fait me propose de le rejoindre au développement d'activités offshore, et notamment dans les énergies marines renouvelables. Euh, alors pour une bonne raison, c'est que j'étais déjà moniteur de plongée, notamment dans un des clubs de Saint-Brieuc, euh, pendant quelques années. Donc j'avais une certaine habitude, on va dire, de fonctionner en contexte maritime. Et parallèlement, j'avais aussi, en revanche, une grosse habitude professionnelle de piloter des projets, en clair, de passer de l'idée à la réalité. Et finalement, du coup, le contexte de développement de projets offshore, qui est toujours relativement lourd et qui se fait sur plusieurs années, évidemment, bah, je l'ai trouvé à la fois très intéressant et plutôt bien adapté à mon savoir-faire. Donc, c'est là où on a commencé à travailler ensemble, moi et mon frère, hein, au développement de parcs offshore, comme celui de Saint-Brieuc, celui de Saint-Nazaire, hein, dont celui de Saint-Nazaire d'ailleurs, hein, qui est aujourd'hui opérationnel. Et puis après, bah, c'est en développant justement ces énergies marines qu'on a eu l'idée de développer Grand Sail. Voilà. Toi, c'est quoi ce qui t'a plu un peu dans ce projet? Qu'est-ce qui t'a animé? Est-ce que c'est juste l'opportunité finalement ou vraiment il y avait quelque chose plus profondément qui, toi, te tenait à cœur? Oui, alors ce qu'on avait quand même remarqué, moi et mon frère, en développant ces gros projets d'énergie marine renouvelable, c'est qu'on restait quand même très soumis à l'aléa juridique, hein, et également, dans une certaine mesure, à des choix politiques, hein, qui finalement nous échappaient totalement. Et quand Olivier a eu cette idée de s'intéresser à la décarbonation du transport maritime, hein, on s'était dit à l'époque que c'était peut-être une occasion de développer une PME, pour le coup, qui serait totalement sous les radars des politiques notamment, et qui nous permettrait d'avancer relativement vite, c'est-à-dire avec quelque part plus de liberté que ce qu'on faisait auparavant sur des gros projets. Et de le faire évidemment en plus pour une raison qui avait du sens, hein, pour nous. Le bilan carbone du transport maritime aujourd'hui, c'est à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre, hein, et c'est à peu près le même niveau qu'on va trouver dans l'aérien. Qu'on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent en volume et qu'il faut essayer de traiter évidemment et avec une certaine urgence. Donc c'était un sujet qui pour nous, le fait de s'intéresser à décarboner le transport maritime, c'était un sujet qui nous offrait à la fois de la liberté et qui répondait à une vraie problématique environnementale, hein. Et c'est tout ça finalement qui crée la motivation. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui,
Es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Eh ben alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que du coup, tu peux nous présenter Grand Sale et expliquer un petit peu par quoi vous avez commencé et où vous en êtes aujourd'hui? Alors effectivement, donc cette idée de base qui était de décarboner le transport maritime a vite évolué vers la notion de voilier cargo, puisque finalement, on n'a toujours pas trouvé mieux que des mâts et des voiles pour pouvoir pousser un navire sans avoir besoin d'un moteur, hein. Les vents sur les océans sont très souvent présents, ils sont en plus relativement prévisibles. Donc c'est finalement un moyen de propulsion qui était d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, mais qui était un petit peu la norme il y a un peu plus d'un siècle. Donc aujourd'hui, naviguer à la voile est redevenu intéressant, et notamment pour deux raisons principales. La première, c'est que la technologie, au sens large d'ailleurs, hein, la technologie au niveau du design, des coques, au niveau des matériaux, au niveau des voiles, des types de gréements, etc., a quand même beaucoup évolué en un peu plus d'un siècle, hein. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on a aujourd'hui des capacités de routage, s'appuyant sur les données satellites de prévision météo, qui nous permettent également d'indiquer à l'équipage, hein, avec une équipe à terre, hein, les routeurs sont toujours à terre, en fait, ils analysent les données tranquillement, ils sont chez eux, tranquilles, bien lucides, hein, ils ne sont pas en mer, hein, du coup. Et du coup, c'est eux qui vont guider les marins sur la meilleure trajectoire possible, hein, qui permet à la fois de traverser de manière performante, tout en évitant les zones où il y aurait trop de vent, ou disons des météos océaniques qui seraient un petit peu trop dures, hein, ou à l'inverse, des zones où il n'y aurait pas de vent. Et c'est cet entre-deux qui génère la performance en complément de la technologie des navires. Donc le fait de s'intéresser au transport à la voile moderne, c'était quelque chose qui nous est apparu relativement évident et très efficace, hein. Sauf que derrière, comme dans la plupart des projets, quand il s'agit notamment maritime de développer des actifs qui coûtent toujours très cher, hein, la question qui s'impose assez rapidement, c'est OK, mais comment on va financer tout ça? Et donc, on a commencé à réfléchir et on s'est dit qu'il pourrait peut-être être intéressant de coupler cette activité maritime avec une activité plutôt agroalimentaire, hein, et notamment autour des cafés et des cacao, puisque ça nous permettait, en allant sourcer ces produits plutôt en Amérique latine, de créer des prétextes pour faire des transatlantiques. Donc c'est là où le raisonnement est assez marrant, c'est que au début on veut faire un navire et finalement pour pouvoir financer ce navire, on en vient à développer une activité agroalimentaire qui nous permet d'internaliser une partie des besoins de chargement du navire de manière à pouvoir l'affréter de manière fiable et donc de pouvoir le financer. Donc c'est un raisonnement qui est très intégré pour le coup, et c'est ça qui petit à petit a finalement créé Grand Sail. On n'a surtout pas commencé par faire le navire, parce que ça aurait été une erreur assez dramatique, je pense, puisqu'on n'aurait pas pu le charger du coup dès le début. En fait, on a commencé par le produit qui était le plus facile à maîtriser, qui était le café. Finalement, le café, c'est essentiellement une cuisson, hein. Il s'agit de monter à peu près à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes et on réussit à transformer un grain de café vert en café torréfié. Et d'ailleurs, il suffit de sentir du café vert, ça a quasiment une odeur d'herbe ou de foin. Et en l'espace de 20 minutes, ça se transforme en une odeur de café. Donc c'est un principe assez intéressant et surtout extrêmement efficace pour développer les bons arômes. Donc le café, on a du coup attaqué ce sujet en 2013. C'était le premier produit qu'on a appris à maîtriser, hein. Je tiens à préciser que nous, on venait plutôt du secteur maritime, hein. En revanche, on n'y connaissait absolument rien, ni en café, ni en chocolat.
Donc, donc il a fallu évidemment faire venir des spécialistes aussi pour nous aider avec un cahier des charges qui était finalement relativement simple à chaque fois. C'était apprenez-nous à faire de très bons cafés et de très bons chocolats. Et là-dessus, on était totalement ouvert évidemment pour apprendre rapidement. Donc le café en 2013, c'est là où on a commencé. Et là, du coup, quand vous avez commencé avec le café, vous importiez comment, du coup? De manière classique, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de bateau à nous, donc on a En fait, commencé vous, par... vous saviez déjà que vous alliez plus tard utiliser un voilier, mais pour commencer, vous saviez qu'il fallait faire des compromis et commencer comme tout le C'est monde. ça, on n'avait pas le choix, on était obligé d'utiliser le système classique de transport carboné pour le coup, donc avec des cargos au fioul, pour pouvoir ramener nos matières premières, commencer à faire monter en puissance la société, donc avec du chiffre d'affaires évidemment. Donc, c'est ce qui nous a permis donc en 2013 le café et de passer donc au chocolat en 2016. Là, en revanche, autant le café, on va dire, est relativement facile à maîtriser, autant le chocolat, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. On s'en rend pas compte comme ça en regardant une tablette de chocolat, mais c'est un univers de complexité, à la fois au niveau de l'élaboration des recettes, au niveau des techniques de conchage, le conchage étant la manière de transformer la matière brute, donc le cacao, le beurre de cacao, le sucre, le lait, etc., de transformer tout ça en ce qu'on appelle une couverture de chocolat. Donc ça, c'est un métier qu'il a fallu apprendre. Après, il a fallu aussi apprendre à maîtriser ce qu'on appelle la cristallisation du chocolat. C'est ce qui permet d'obtenir au final une tablette qui est bien brillante, bien cassante. Et voilà, tout ça, ça a été un cheminement relativement long, mais qu'on a réussi donc également avec l'aide de spécialistes, et puis bien évidemment en recrutant des chocolatiers pour pouvoir rapidement sortir les premiers produits. Donc les premières tablettes de chocolat, je les ai placées en rayon. On était à deux à faire ça ce jour-là. C'était le 11 juillet 2016. Je m'en souviens très bien. Même si j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais pas tant que ça. Ça fait un peu plus de 7 ans. Et c'est là où l'aventure Grand Sale a vraiment démarré, puisque finalement, c'est là où on a créé la marque Grand Sale. Puisque quand on développait nos cafés, donc en 2013, on avait créé une marque transitoire qui était la torréfaction de la baie, en liaison avec la baie de Morlaix, finalement. Mais tout ça est devenu Grand Sale à partir de 2016. Donc voilà un petit peu le cheminement. On commence par les cafés 2013, les chocolats en 2016, et ça nous a permis, fin 2018, de pouvoir vérifier qu'on était en capacité d'affréter nous-mêmes le premier navire, qui était donc le navire Grand Sail, premier du nom, qui était et qui est toujours d'ailleurs, un voilier cargo de 24 mètres de long et avec une capacité d'emport de 50 tonnes. Alors quand on dit 50 tonnes, pour matérialiser les choses, c'est l'équivalent de 26 palettes au format US ou une bonne trentaine en fait de palettes au format Europe. Et c'est donc à partir de novembre 2020 qu'on a commencé à opérer le navire avec sa première boucle transatlantique. C'était un matin d'hiver à Saint-Malo avec une lumière assez incroyable. C'est vraiment une journée qui marque évidemment, puisque c'était la première fois qu'on opérait le navire en contexte transatlantique avec 4 marins à bord, et qui ont fait cette première traversée. Alors, pas avec, disons, de soucis techniques majeurs, quelques petits couacs évidemment, mais c'est tout à fait normal pour un bateau neuf. Et donc, ils sont arrivés de l'autre côté au mois de décembre, par moins 5 degrés en face de la Statue de la Liberté, et avec un blizzard, et enfin bref, des conditions un petit peu dantesques. Mais ils sont arrivés de l'autre côté avec une première cargaison de vin essentiellement, puisque c'est ce qu'on avait embarqué à bord. Et ça a été le début de l'histoire Grand Sail finalement. Parce que Grancel aussi, du coup, à cette époque, faisait aussi du vin. Ouais, c'est-à-dire Parce que que tu as dit café, chocolat, et du coup, oui, le vin café était après. chocolat, mais le café chocolat nous permettait de faire des importations donc de la zone Caraïbe ou Amérique latine au sens large vers la Bretagne, donc vers Saint-Malo. Mais bien évidemment, il fallait faire en sorte de charger le navire pour l'export. Et c'est là où on s'était dit à l'époque quel genre de produit on serait capable de commercialiser du côté de New York. Et finalement, les vins français sont vite apparus comme étant un produit relativement emblématique, qui a suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir être mis dans une cale d'un navire comme le nôtre.
Et donc, on s'est retrouvé à la première rotation à exporter d'excellents Bourgogne, des vins de Loire, des champagnes, des choses comme ça. Et ouais, c'était vraiment superbe de voir ces premières bouteilles exportées en très bas carbone, pour le coup, du côté de New York. Alors du coup, vous avez commencé en 2013 et le premier voyage a été en 2020. Donc ça Ouais, veut dire 7 années 7 ans, pour voilà. accomplir un peu votre vision. Ouais. C'est quand même long. Est-ce que toute cette attente, elle est due au fait qu'il vous fallait des quantités assez importantes pour exporter, ou est-ce qu'il y a d'autres compromis entre guillemets que vous avez dû faire? C'était le fait que ça ait pris 7 ans, alors on peut le voir comme étant un délai relativement long, mais en fait c'est extrêmement court, hein, puisqu'il y a finalement dans notre modèle intégré, hein, qui mélange de l'agroalimentaire et du maritime, il y a quand même une complexité liée à l'empilement des métiers qu'il a fallu digérer. Et il n'y a rien de mieux pour digérer la complexité que de le faire de manière phasée, donc step by step, hein. Et donc c'est pour ça qu'on avait commencé par le café, qui était le produit le plus simple, derrière le chocolat, puis le maritime. Et en fait, avec le recul, le faire en 7 ans, ça a déjà été un sacré challenge, et on est très content d'y être arrivé, mais c'était quand même ouais, un empilement de complexité assez costaud quand même à digérer et à maîtriser, quoi. Mais on y est arrivé, c'était l'essentiel. Voilà. Alors du coup, j'ai un peu une question. Alors pourquoi choisir du coup ce mode de transport? Alors on a compris que c'est pour diminuer forcément les gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à utiliser vraiment ce mode de transport? Alors oui, parce qu'on parle beaucoup et peut-être même un peu trop des gaz à effet de serre en ce moment, parce qu'on oublie qu'il y a aussi d'autres limites planétaires qui doivent être prises en compte dans les raisonnements environnementaux. Puisqu'un navire à voile, notamment, donc non seulement ne va pas diffuser de dioxyde de carbone, hein, donc ne va pas générer ces fameux gaz à effet de serre, hein, mais il ne va pas non plus diffuser de polluants chimiques, hein, comme les soufres, etc., qu'on va retrouver dans la plupart des cargos en navigation. Mais il a aussi un autre avantage en tant que voilier, c'est qu'il est silencieux. Le moteur en navigation ne tourne pas. On a un moteur évidemment à bord, hein, par obligation, puisqu'il faut bien quitter le port, on ne va pas le faire à la voile dès le début, ça pourrait mal finir. Et de la même manière pour l'accostage, évidemment de l'autre côté, et l'opération de chenalage, hein, quand il s'agit de rentrer dans le chenal d'accès à New York, etc., on va le faire au moteur, hein. Mais sinon, le moteur est coupé. Et tout l'intérêt, c'est d'être silencieux. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la marine marchande à l'échelle mondiale, c'est à peu près 80 000 navires, hein, qui circulent autour du globe, hein, et ça signifie 80 000 moteurs. Et j'ai été plongeur, hein, je sais ce que c'est. Le bruit sous l'eau se transmet extrêmement rapidement et très efficacement. Donc les bruits sous-marins sont bien réels, hein, et les écosystèmes souffrent depuis des années maintenant, depuis des décennies, du bruit ambiant en fait qui est créé par l'ensemble des navires qui circulent autour du monde. Donc il y a en fait plusieurs effets par le fait d'être à la voile qui sont très intéressants. Et puis au-delà de ça, ben, on retrouve aussi une nouvelle manière de naviguer. On a du coup sur nos bateaux ce qu'on appelle des voileux, hein, des marins qui apprécient évidemment la navigation sous voile et qui là le font avec un objectif qui va au-delà de la balade ou de la course au large. Là, c'est vraiment un objectif de transport, hein, au sens strict, et qui du coup change aussi un petit peu la perception de la navigation sous voile. On pourrait se dire qu'avec cette méthode de transport, c'est un retour en arrière, que ça prend beaucoup plus de temps, que c'est pénible à gérer, ça demande énormément de réflexion. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui pourrait être adopté par tous, ou que les grosses entreprises, c'est pas faisable? Alors, il y a deux réponses en fait là-dessus. La première, c'est que oui, aujourd'hui, les navires à voile sont quand même beaucoup plus confortables, hein, et plus sécurisés d'ailleurs que ce qu'on avait au début du siècle, hein. Aujourd'hui, les navires à voile tels que les nôtres, hein, Grain de Salle 1 et Grain de Salle 2 qui fait 52 mètres, on en parlera tout à l'heure, mais ce sont des navires qui sont parfaitement équipés, des navires normés marine marchande, qui bénéficient de tous les systèmes de communication, de navigation. Donc oui, on est sur des navires qui sont quand même agréables pour l'équipage. En revanche,
on me pose souvent la question, effectivement, de savoir si ce genre de navire peut être la solution pour remplacer la flotte mondiale. Alors là, je réponds clairement non, dans le sens où, simultanément à cet effort de décarbonation des navires, il va également falloir trouver le moyen de réduire le besoin de transport. En clair, aujourd'hui, si on regarde la flotte de 80 000 navires qui, on va dire, transportent tout et principalement n'importe quoi autour de la planète, c'est simplement dû à notre habitude au fil des décennies de cette économie, on va dire, quantitative, l'économie du toujours plus, qui fait qu'on s'est mis à transporter toujours plus d'année en année. Et on arrive aujourd'hui à un paroxysme finalement qui consiste à faire transporter des produits de l'autre côté de la planète jusqu'à la France et dans tout un tas de pays, alors qu'on pourrait très bien les fabriquer de manière un peu plus locale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les efforts de décarbonation qui sont réalisés par Grand Sail et par quelques autres sociétés qui commencent également à s'y mettre, n'auront de sens qu'à partir du moment où on aura également réduit le besoin de transport international. Et pour y arriver, c'est hélas, enfin, c'est pas bien compliqué, en tout cas sur le papier, mais ça le sera un petit peu plus, je pense, en termes d'habitude. Il va falloir, dans un premier temps, relocaliser à l'échelle de chacun des pays, relocaliser tout ce qui est relocalisable. Ça, c'est le premier point. Pour qu'en deux, on ait effectivement moins besoin de transporter dans un contexte de navigation au long cours international. Qu'en trois, on apprenne également à produire moins, produire mieux, c'est-à-dire produire des objets de qualité, des objets qui durent longtemps, puisqu'un objet qui dure longtemps et qui n'est pas jetable, c'est l'opposé du jetable finalement. Un objet qui dure longtemps génère une pression environnementale beaucoup plus faible que son équivalent jetable. Et dans le domaine alimentaire, toujours sur ces produits de qualité, privilégier l'agriculture bio, évidemment, donc qui est peut-être bonne pour la santé humaine, mais qui est encore meilleure pour la santé des terres agricoles. Donc le bio et même l'agroforesterie, si on doit rajouter cette brique supplémentaire qui pour moi est également essentielle, ça fait partie des axes d'évolution qualitative de l'alimentation mondiale. Et le quatrième point, qui est peut-être le plus compliqué finalement, c'est nous tous en tant que consommateurs, on doit apprendre à consommer moins, consommer mieux, et donc privilégier effectivement la qualité à la quantité. Donc ce qu'il faut quelque part retenir de tout ça, c'est qu'on a une obligation d'évoluer quand même rapidement vers cette fameuse économie, l'économie du toujours plus, l'économie qui n'a regardé que le PIB depuis la crise de 29, parce que le PIB a été inventé suite à la crise de 29. C'est devenu notre indicateur principal, une croissance du PIB totalement démoniaque en quelques décennies, qui mécaniquement a généré une décroissance environnementale majeure, pour le coup, et ce qui est également extrêmement logique, hélas. Et donc il faut corriger tout ça et passer donc de cette économie plutôt quantitative, l'économie du toujours plus, vers cette économie qualitative, où cette fois-ci on essaye de consommer moins, consommer mieux avec des objets de qualité. Et c'est là où on voit que pour qu'il y ait une adhésion plus massive dans cette manière de consommer, il faut également avoir une meilleure équité sociale. Sinon, évidemment, si on paye quelqu'un avec un lance-pierre et que le 20 du mois, il ne sait plus comment se nourrir ou pire s'abriter, on imagine sans difficulté qu'il n'en a absolument rien à faire de l'environnement. À partir du moment où on est en mode survie, on ne pense qu'à la survie. Donc l'équité sociale va évidemment de pair avec les valeurs environnementales et une meilleure défense en fait de l'environnement. Et donc j'ai quelques exemples chez Grand Sail justement qui vont dans ce sens-là. On pourra le développer plus tard. J'ai envie de pousser un peu ce que tu viens de dire à son paroxysme un petit peu, parce que tu dis que du coup, il faut faire attention à ce qu'on consomme, etc. Mais alors, j'ai envie de dire, le chocolat, c'est pas local. Aujourd'hui, le chocolat, la tonne de mémoire, elle a atteint plus de 10 000 $ la tonne. Oui. C'est une flambée. Mm. Euh, Est-ce que du coup, ça a un sens de continuer à l'importer massivement, etc., juste parce que le consommateur en veut? Alors, il y a effectivement un terme que j'ai pas volontairement d'ailleurs que j'ai pas cité dans mon explication précédente, et là ça tombe bien puisque tu m'en donnes l'occasion pour le coup.
C'est que si on veut que dans ce modèle d'économie qualitative, la grande majorité, on va dire, des personnes y adhèrent, puisqu'il s'agit quand même de ça, si on est quelque part sur des approches un peu trop extrêmes, seuls les quelques pourcents de personnes qui, quelque part, acceptent de se faire mal vont y adhérer, mais au final, on n'embarque personne, hein. Finalement, 95% de la population dira bah non, non, moi, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de me faire mal, hein. Donc, il est important de garder du plaisir, on va dire, dans l'équation. Et c'est aussi pour ça qu'à l'origine, côté Grand Sale, on s'était intéressé justement au café et au chocolat. Alors, c'est pas uniquement pour créer ce fameux prétexte de faire des transats, hein, c'est ce que j'ai dit au début quand même, hein, même si c'était un peu vrai quand même, hein. Mais l'idée elle était également de s'intéresser à des produits un peu plaisir, euh, où c'était notre raisonnement d'ailleurs du tout début. Le café et le chocolat étaient pour nous des produits dont on n'avait raisonnablement pas envie de se passer. Pas en tout cas de manière complète. Et prenons l'exemple du café, je pense qu'on est quand même une grande majorité à apprécier un bon café le matin, le midi. Et, enfin voilà, ça fait quand même partie de nos habitudes qui sont assez ancrées. On aurait effectivement très bien pu être sur un positionnement au début consistant à dire les cafés verts et les cacao viennent de loin, on arrête de consommer du café et du chocolat. Sauf que là, effectivement, on bascule dans cette vision un petit peu radicale, qui aurait probablement du sens d'ailleurs au niveau environnemental, mais qui n'embarquerait pas grand monde. Et donc, on a au contraire voulu essayer de trouver une manière de continuer à proposer des cafés et des chocolats sans pour autant le faire sur le dos de l'environnement. Et c'est toute l'histoire de Grand Sale finalement. C'est continuer quelque part à garder un petit peu de plaisir dans nos manières de vivre. Le plaisir étant, je pense, quelque chose d'absolument central, hein, dans la vie. Après tout, on n'est quand même pas sur Terre pour galérer en permanence. Donc, il faut essayer de trouver quand même des moments de plaisir. Je pense que le café et le chocolat en font clairement partie, à condition aussi d'en consommer de manière un peu raisonnable. Et au passage, dans ces critères sociaux, hein, qu'on défend depuis le début, on a justement fait en sorte de proposer des cafés et de chocolats qui sont à des prix raisonnables. C'est pas les moins chers, et c'est pas non plus, on n'est pas sur des prix qui sont rédhibitoires. De manière à ce que quand même la majorité de la population puisse à un moment donné se faire plaisir en achetant du café ou du chocolat Grand Sale. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que sinon, on pourrait effectivement se placer sur des produits un petit peu élitistes, hein, où finalement, bah, à nouveau, 5% de la population pourrait se les acheter et pas plus. Et auquel cas, je pense qu'on aura un petit peu loupé le match. Tu as parlé à un moment des limites planétaires. Alors du coup, ben, Grand Sail essaie plus, du moins de respecter ces limites planétaires et également cette justice sociale, comme tu le disais. Oui. Comment vous utilisez ça pour les décisions dans l'entreprise? Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être rappeler les différentes limites planétaires pour qu'on soit un peu tous... Oui. Alors en fait, on utilise, au-delà même des limites planétaires, on est sur ce qu'on appelle la théorie du donut, qui a été inventée par une certaine Kate Raworth, qui est une Anglaise, qui avait proposé cette approche, alors je crois que c'était en 2012. En fait, la théorie du donut, c'est simplement que le diagramme est une forme de donut avec un cercle intérieur et un cercle extérieur. Alors en fait, à l'extérieur, on trouve 9 limites planétaires, dont une seule concerne les gaz à effet de serre. Donc déjà, ça fait prendre conscience que au-delà du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre, il y a quand même 8 autres sujets qu'il faut également savoir adresser. Donc là, je peux les citer. Donc le changement climatique, l'acidification des océans, qui est liée notamment à l'apport justement de gaz carbonique, hein, dans l'atmosphère, hein. La notion de pollution chimique, hein. Les charges en azote et en phosphore, hein, qui sont tout simplement liées aux intrants agricoles, hein, c'est-à-dire les engrais au sens large, qui créent du coup un déséquilibre sur l'azote et le phosphore dans les terres agricoles. Et pas que d'ailleurs, parce qu'après, il y a justement les bassins versants qui font que ces fameuses quantités, ces charges d'azote et de phosphore se répartissent un peu partout dans la nature. La raréfaction de l'eau potable, qui devient également une limite très, très problématique en fait pour la planète au sens large. La disparition des terres agricoles, donc souvent au profit de bâtiments, de routes ou d'infrastructures diverses et variées.
La perte de biodiversité, alors on pourrait l'appeler perte ou chute de biodiversité, qui est une chute à la fois très récente, puisque ça date d'il y a quelques décennies, et extrêmement impressionnante. La pollution de l'air au sens large, et puis la dernière qui est la diminution de la couche d'ozone, mais qui est probablement la seule limite qui est en train de s'améliorer. Et ce qui d'ailleurs montre que c'est un sujet dont on s'est intéressé dans les années 90, hein, et on a su, pour une fois, à l'échelle planétaire, se retrousser les manches et chasser les chlorofluorocarbones, qui étaient à l'époque les gaz frigo, hein, qu'on utilisait dans les systèmes de réfrigération. On a éliminé les chlorofluorocarbones au profit d'autres molécules qui n'étaient pas problématiques pour la couche d'ozone. Et ce qu'on a constaté au fil des années, des dernières décennies, c'est que la couche d'ozone était en train de se reconstituer. Donc ça signifie aussi que ces limites sont potentiellement gérables pour un peu qu'on y prête un peu attention. Donc cette théorie du donut consiste à regarder l'ensemble de ces limites, mais également à considérer la notion d'équité sociale, qui est un peu le pendant un peu de tout ça, et avec donc un cercle intérieur qui consiste à exprimer qu'il est normal, en étant 8 milliards sur Terre, d'exercer quand même une pression minimum sur l'environnement. Donc ça, c'est le cercle intérieur, hein, qu'on appelle aussi le plancher social. Et ce qui est un petit peu plus problématique, c'est évidemment le cercle extérieur, qui représente cette fois-ci les limites à ne pas dépasser dans chacun des 9 domaines que j'ai cités au début. Et c'est là où évidemment les choses ont un petit peu mal tourné, puisque sur les 9 limites, on en a dépassé 6. Et quand je dis dépassé, c'est explosé, hein. On est allé évidemment très loin, comme on sait le faire, hein. Et donc, ça montre à quel point l'environnement est aujourd'hui impacté par notre présence sur Terre, mais aussi surtout par notre manière de produire, de consommer et de transporter, quoi. Donc c'est ce que la théorie du donut exprime de manière extrêmement limpide. Et c'est pour ça qu'on a décidé chez Gransfeld de s'appuyer sur cette théorie pour en décliner des actions très concrètes au sein de l'entreprise et permettre du coup de se créer disons une roadmap d'actions au fil des années pour pouvoir répondre de manière exhaustive aux problèmes environnementaux et sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette roadmap et comment est-ce que vous choisissez euh, vos différentes actions en fonction de cette théorie du donut? Ouais, ouais. Alors, je ne vais pas citer la couche d'ozone parce que là, on est dans l'obligation, comme toutes les sociétés, d'utiliser des gaz qui soient compatibles. Donc là, je dirais qu'on a déjà fait le travail, mais pas plus que les autres entreprises, évidemment. C'est devenu une obligation et c'est très bien. Si on ne prend que la première limite, celle auquel on pense tous, le changement climatique, là, évidemment, on fait des efforts sur le transport maritime, hein. Je rappelle que les navires Grand Sail, que ce soit le premier navire de 24 mètres ou le deuxième de 52 mètres, hein, sont capables de tuer le bilan carbone à peu près à moins 90%. Donc là, ce sont des navires qui sont essentiellement à voile, hein, ce qu'on appelle des purs voiliers, et qui du coup répondent très très bien à ce critère d'économie carbone. On a poussé également le bouchon jusqu'à produire également l'énergie du bord, qui en marine marchande s'appelle l'hotel load, avec des moyens bas carbone. En clair, ce sont des combinaisons de photovoltaïque, d'éoliennes pour le premier navire en tout cas, et d'hydrogénération. Ce sont des hélices qui sont immergées dans l'eau et qui fonctionnent en mode génératrice et non pas en propulsion, pour pouvoir générer de l'électricité qui derrière est stockée en batterie. Sur le navire Grand Sail 2, on est même allé un petit peu plus loin sur les moyens de chauffage et d'eau chaude sanitaire en utilisant un poêle et granulé, donc un poêle à peler, hein, tout simplement, qui est un poêle industriel, hein, qu'on a un petit peu adapté et qui est embarqué aujourd'hui sur le navire Grand Sail 2. Donc là, on est sur des moyens à la fois de propulsion et de gestion de l'énergie très bas carbone, donc qui répondent favorablement au point numéro 1. Ça répond également au deuxième point qui est l'acidification des océans. Et c'est tout l'intérêt des limites planétaires, c'est qu'elles sont pour certaines en tout cas interconnectées. Donc on agit aussi sur une limitation de l'acidification des océans par le simple fait de ne pas diffuser de gaz à effet de serre, et notamment ce fameux CO2. On est également au niveau de la pollution de l'air en navigation à la voile sans émissions polluantes. Donc sur la qualité de l'air, évidemment, c'est agi de manière très nette.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier non plus. Sur la pollution chimique, on est donc à la fois avec un navire à voile, évidemment, sans émissions polluantes non plus. Donc on agit aussi sur la biodiversité marine. Et au travers des cafés et des chocolats bio, plus de l'agroforesterie, ça nous permet également de limiter la production chimique, puisqu'il n'y a pas de pesticides, d'herbicides, etc., qui sont pulvérisés sur les champs de production. Le point numéro 4, la charge en azote et en phosphore est également du coup adressée par le fait des temps bio, puisqu'il n'y a pas d'engrais azotés, en tout cas artificiels, qui sont ajoutés sur la culture en bio. Le point numéro 5, sur la raréfaction de l'eau potable, on a fait des systèmes également qui permettent d'économiser l'eau, et notamment pour les systèmes de refroidissement de nos machines dans la chocolaterie, des concheuses notamment, qui sont des grosses machines qui génèrent pas mal de chaleur et qu'il faut pouvoir réguler avec de l'eau. C'est une eau qui fonctionne en circuit fermé. Il y a une partie de l'eau chaude qui est récupérée pour fondre le beurre de cacao et le cacao avant qu'il soit justement inséré dans la concheuse. Et en été, quand il fait trop chaud et qu'on n'a pas besoin de ces calories, on va les évacuer sur le toit. Et ce qui fait que l'eau, en fait, n'arrête pas de circuler en boucle. Donc ça, c'est une manière évidemment d'avoir une consommation d'eau au niveau de la chocolaterie qui est très raisonnable. Et le dernier point, c'est que nos bâtiments, donc sur la disparition des terres agricoles, on est sur des bâtiments qui sont implantés sur, en l'occurrence à Morlaix, c'est une friche industrielle. Donc c'était pas une terre agricole en tout cas. Et sur Dunkerque, la future chocolaterie torréfaction est implantée sur un quai. Donc c'est pareil, là, on n'est pas non plus sur une structure, une ancienne structure agricole. Et j'ai oublié un point important sur la perte de biodiversité. Le simple fait d'être en bio et avec de l'agroforesterie répond également à cette limite planétaire, hein. Je pourrais quand même rappeler un point essentiel. Il y a deux limites qu'on perçoit très nettement aujourd'hui. Il suffit d'y faire un petit peu attention. Les canicules, ça je pense que tout le monde a déjà compris. Et le deuxième point, c'est dans les années 80, quand on circulait en été pour partir en vacances, si au bout de 2 heures on nettoyait pas le pare-brise, on se retrouvait rapidement en risque d'avoir un accident. Il se fait qu'aujourd'hui, en été, on peut circuler en voiture, il n'y a quasiment pas d'insectes qui s'écrasent sur les pare-brises, Ouais, on a une perte de biodiversité qui est vraiment... qui est massive, c'est incroyable, et en seulement 2-3 décennies. Et ça montre à quel point les pesticides, les herbicides, etc., font leur travail. Même quand à un moment donné on parlait d'agriculture raisonnée, il est évident que même quand on arrose raisonnablement tous les champs tous les ans, raisonnablement, la biodiversité finit par dire OK, c'est bon, j'ai perdu. Et donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui essayer d'intégrer, enfin d'en prendre conscience. On est quand même sur des phénomènes qui deviennent très visibles à notre échelle. Et quand un phénomène mondial devient très visible, c'est que franchement, on est quand même allé assez loin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a trois grands soucis au-delà de ces 9 limites planétaires. Le premier, c'est effectivement le réchauffement climatique, hein. Le deuxième, c'est la chute de biodiversité, qui est juste dramatique. On est en train de parler du vivant, hein. On dit biodiversité, mais tout ça, c'est du vivant finalement qui est en train de disparaître, hein. Et le troisième, c'est aussi la pollution chimique au sens large, qui est aujourd'hui un vrai problème, hein. Donc voilà un peu les trois grands problèmes qu'il faut essayer d'adresser. Et au milieu de ce fameux donut, bah, on a la deuxième partie évidemment de l'équation qui consiste à être un peu plus équitable, hein, sur le plan social. Et là, il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors déjà, on a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait en sorte que nos produits soient financièrement accessibles. Nous, on voulait que nos cafés, nos chocolats, alors, sont peut-être un petit peu plus chers que ce qu'on va trouver chez les grands industriels, hein, mais restent quand même accessibles. On a des tablettes qui sont, alors en ce moment, elles sont plutôt à 3,30 €, 3,40 €. Mais avec un cours du cacao qui serait un petit peu plus bas, on serait aux alentours des 3 euros. Et pour les cafés, on est également dans les prix des cafés qu'on va trouver en rayon. Donc ça, c'est le premier point. Produire de l'alimentation qui soit socialement accessible. Le deuxième, c'est pour la santé. Produire du bio, effectivement, au-delà de la santé des terres agricoles, c'est quand même également bon pour la santé humaine, il ne faut jamais l'oublier. Le troisième point sur la notion de revenu du travail. On a créé chez Grand Sail ce qu'on appelle une grille de salaire compacte qui consiste, pour les salaires les plus faibles, à les rehausser de 18% par rapport au SMIC,
En clair, on atteint les fameux 1600 euros dont on a parlé dans les dernières élections, avec évidemment un 13e mois, quand c'est possible, une prime avant l'été, etc. Donc on essaye vraiment de créer des conditions salariales intéressantes pour les salaires les plus faibles. Et du coup, les salaires les plus élevés, le mien compris bien évidemment, sont capés avec un facteur 3. En clair, on ne peut pas avoir un salaire qui soit plus que 3 fois le salaire minimum chez Grand Sail. Ce qui fait que si un jour on voulait grimper et faire évoluer nos salaires de direction, on serait obligé de monter les salaires les plus bas. C'est ça l'équité sociale. Et ce facteur 3 est recommandé, je crois, par l'Oxfam comme étant un facteur raisonnable et d'ailleurs qui est franchement, entre nous, qui est suffisant. En Bretagne, ça nous fait aboutir à un salaire maximum qui serait aux alentours de 4 800 euros net. Franchement, ça va, quoi. C'est pas la misère, hein. Donc, c'est, je trouve, un système qui est plutôt juste, mais qu'on a pu mettre en place aussi parce qu'on est parti de zéro. Évidemment, dans une société qui existe déjà, pour un peu que les maximums dépassent le facteur 3, on peut pas les rabaisser. Donc, c'est quelque chose qui se prévoit à l'origine de l'entreprise, évidemment. On a également des marins qui sont sous droit social français, donc sous le pavillon RIF, hein, le registre international français. On a créé Grancel Participation qui permet à l'ensemble de nos salariés donc, de pouvoir devenir actionnaire de la holding en achetant des actions. On ne se verse pas de dividendes par principe. C'est-à-dire tous les dividendes sont systématiquement réinjectés dans l'entreprise. Et puis par ailleurs, on intègre depuis le début donc des ouvriers en situation de handicap, hein, donc, qui viennent de l'ESAT des Genêts d'Or, hein, de Morlaix, et qui sont actuellement 12 pour nous aider à produire les chocolats. Voilà, donc et puis bon, il y a d'autres actions, un petit peu de transport humanitaire entre New York et les Caraïbes, des fournitures de matériel scolaire aussi qu'on a fait il y a quelque temps pour nos producteurs. Enfin, on essaye quand même de contribuer sur le volet social de manière à ce que, indirectement, le maximum de personnes s'intéressent à la problématique environnementale et permettent de créer cette boucle globale qui est pour nous un petit peu l'essence même en fait de Grand Sail. Des fois, je le dis en résumé, mais depuis justement qu'on raisonne uniquement en regardant le PIB, en fait, on a créé des entreprises dont la valeur principale est la rentabilité. Faire de l'EBITDA, enfin, générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité pour enrichir les actionnaires enfin, une entreprise. Moi, je pense qu'il faut effectivement garder ce premier objectif qui est nécessaire. Il faut qu'une société soit rentable pour être durable, mais il faut y associer deux autres piliers qui sont le pilier environnemental et le pilier social. Et tout le jeu aujourd'hui de l'entreprise du 21e siècle consiste à être en équilibre sur ces trois piliers fondamentaux. Le premier étant, donc le pilier économique, étant au service des deux autres, et non pas au service de l'actionnaire pour engranger toujours plus de dividendes d'une année à l'autre. Voilà, c'est une vision qui est un peu différente, mais qui, je trouve, donne beaucoup de sens finalement à l'entreprise. Et voilà, et nous, on a souhaité le faire comme ça et on en est évidemment très heureux. Alors déjà, merci beaucoup pour ta transparence, parce que vraiment, enfin, c'est vraiment incroyable en tout cas. Euh, je vais revenir sur quelques points. Je pense que c'est important d'expliquer tout ce que tu viens d'expliquer sur la limite planétaire et quelles sont les actions que vous avez mises en place, parce que ça permet de se rendre compte de la difficulté de prendre chaque point et d'y associer des actions qui ont un réel impact bénéfice. Et derrière, d'avoir quand même un produit qui, bah, comme tu l'as dit, n'explose pas euh, au niveau du coût d'achat pour le consommateur. Donc ça demande quand même une réflexion sur les 9 limites planétaires. Enfin, tu l'as très bien expliqué en tout cas, et je voulais quand même te remercier en tout cas pour la transparence. J'ai une question, moi, concernant le coût de fabrication des voiliers. Parce que, alors, effectivement, tu as dit que ben, ça réduisait de 90% les émissions de CO2, mais qu'en est-il du coût initial de fabrication d'études des voiliers? Ouais. Alors, donc on va prendre les deux navires. Donc, le premier navire Grand Sail qui est sorti en 2020, il a coûté 2 millions d'euros.
Et c'est un navire expérimental qui était de taille volontairement réduite pour limiter quand même le risque industriel, mais il a quand même coûté 2 millions d'euros. C'était le prix à payer quelque part pour à la fois respecter les critères évidemment de marine marchande. Donc on est sur des normes qui ne sont pas du tout les normes d'un voilier de plaisance. On est sur un navire de charge qui doit respecter tout un tas de critères techniques, de robustesse, de fiabilité. La moindre vanne ne sera pas une vanne en plastique, c'est une vanne en métal, etc., etc. Le deuxième navire, Granstel 2, qui est donc opérationnel et qui a fait sa première transatlantique mi-mars 2024, est un navire qui lui a coûté 10 millions d'euros. Mais qui en revanche peut embarquer à peu près 8 fois, de 8 à 10 fois plus que le premier navire. Donc là, on est sur un navire, pour ceux qui ont fait de la voile, un navire qui fait 52 mètres de long, donc avec un gréement de type goélette, équipé de 2 mâts carbone, des mâts de 50 mètres, avec 1500 mètres carrés de voile au portant. Là, c'est pareil, pour ceux qui ont fait de la voile, ils apprécieront les chiffres. Et du coup, un navire oui, qui embarque beaucoup plus que le précédent, puisqu'il ne faut jamais oublier que quand on fait x2 en fait, en longueur, on fait également x2 en largeur et en hauteur. Donc on est plutôt sur une évolution au cube de la capacité en cale. C'est un navire qui est évidemment la suite logique de Granstel 1 et qui surtout bénéficie de tout le retour d'expérience qu'on a pu avoir du premier navire, évidemment. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on fait en maritime, sur des prototypes. On va essayer évidemment de commencer de manière un peu modeste pour faire des erreurs mais qui ne vont pas coûter trop cher et petit à petit s'appuyer sur l'expérience pour passer d'une génération à l'autre de la manière la plus optimum possible. Il est clair qu'à l'avenir, la flotte des navires Grand Sail va continuer évidemment à se développer, avec toujours en revanche ce critère de base qui est l'économie de moins 90%. Et ça, on ne souhaite pas y déroger, c'est un critère qui est ancré en dur chez nous. On veut bien essayer de faire des navires plus grands, mais à condition qu'ils génèrent cette même efficacité sur le bilan carbone. Sinon, on ne fait pas. Et au niveau des ressources, le coût entre guillemets des ressources, parce que forcément pour le fabriquer aussi, ben, on va générer forcément du CO2, etc. Oui. En combien de temps il est entre guillemets rentabilisé, on va dire, sur ce domaine-là? Alors sur la dette énergétique et la dette carbone des navires, ça, j'ai pas de chiffres comme ça avancés. On n'a pas fait d'études détaillées sur ce point-là. La seule chose que je peux dire en revanche, c'est qu'on est sur des actifs, notamment des coques aluminium pour les deux premiers, qui sont des actifs maritimes qui ont des durées de vie assez importantes. On est sur des navires qui pourront naviguer entre 50 ans et même 100 ans, un siècle, voire plus, si on les entretient bien. Et cette notion d'actif longue durée rejoint ce que je disais au tout début de l'entretien sur des objets de qualité qui ont des durées de vie importantes. Et il ne faut jamais oublier qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un objet qui est quasiment jetable ou un navire qui a une durée de vie trop courte. Et la principale, l'efficacité carbone de construction vient plutôt de la durée de vie que du navire lui-même. Donc il faut essayer de faire des beaux objets. Il faut essayer de faire des navires qui soient suffisamment bien pensés, bien structurés pour durer des années et pouvoir opérer sur les océans en toute fiabilité sur une durée plutôt longue. Ah, alors on l'a pas dit, il me semble, mais combien de temps dure un trajet? Alors, c'est évidemment variable selon les situations météo, mais c'est également variable surtout en tout début d'exploitation d'un nouveau navire, puisque l'équipage, à un moment donné, on va dire, prend en charge le navire et le gréement et apprend à opérer le navire. Et on a vu des évolutions assez significatives, notamment sur Grand Sail 2. Je crois que de mémoire, la première rotation, ils ont dû mettre 22 jours, 22 ou 23 jours. Et là, la dernière rotation, ils en ont mis 17. Et la toute dernière, là, il vient d'arriver hier à Saint-Malo, c'était un dimanche, ils ont mis 16 jours. Donc on voit que petit à petit, la maîtrise du navire, la compréhension, on va dire, fine du gréement et de ses polaires notamment, permet à la fois aux routeurs et à l'équipage d'exploiter plus pleinement le navire. Et on voit qu'au fil des rotations, c'est ce qu'on avait déjà constaté avec le premier navire, la performance en fait s'améliorait. Et donc on est sur des navires qui aujourd'hui, sur un plan purement logistique, sont tout à fait aussi efficaces que des navires
fuel, et même un petit peu plus, considérant qu'à ce stade, en tout cas, on n'opère pas en conteneur, hein, on opère sous forme de palette, hein, et que du coup, on ne perd pas de temps d'empotage ni de dépotage des conteneurs à l'arrivée. Et ce qui fait qu'au global, le lead time, on va dire, de quai à quai de la palette est même plus court, hein, que ce qu'on pourrait constater sur des navires classiques. Et en navire classique, il met combien de temps en trajet? Là, il pourrait Quand on mettre suit. probablement à peu près le même temps. En revanche, il y a plus de temps à l'empotage au départ, donc dans le port de départ, et plus de temps perdu en fait à destination. Donc au final, en fait, on est souvent plus court en fait que le navire classique. D'accord. Et j'ai remarqué également que sur le site internet, on peut carrément suivre les trajets des Oui, voiliers. ouais, on a une petite balise qui s'appelle une balise Doolink qui envoie donc une position toutes les 4 heures, hein, et qui permet effectivement à tout le monde de suivre le parcours du navire sur les océans, quoi. C'est un peu une Super. aventure. On cherche aussi au travers de tout ça à ce que nos clients au sens large, hein, vivent un peu cette aventure par procuration, mais comme moi je la suis également. Moi, quand le navire est en nave, je vais tous les matins regarder la position, voir un petit peu comment les choses se passent, etc., quoi. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé au fil des années et qui a fait d'ailleurs le succès de la marque Grand Sail, c'est que les clients qui finalement dégustent nos tablettes de chocolat et nos cafés dégustent un peu plus que le produit, ils dégustent aussi l'aventure maritime, les valeurs environnementales, sociales, et ça a généré du coup une marque extrêmement puissante finalement, parce que il y a aujourd'hui pas d'équivalent, même à l'échelle mondiale, hein, d'une marque qui réussit à intégrer au sein d'une même entreprise à la fois des marins pros et des, si je devais un peu trouver les deux extrêmes, hein. Et c'est cette aventure en fait qui est à la fois très enthousiasmante et qui plaît beaucoup en fait à l'ensemble de nos clients, quoi. Tu as parlé d'équité sociale, tu as parlé des salaires de vos collaborateurs. Moi, j'aimerais parler un petit peu du côté agriculteur. Qu'est-ce que vous avez mis en place un peu pour peut-être aider les communautés locales ou les valoriser? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, c'est un travail de terrain qu'on a mené assez tôt chez Grand Sail, puisqu'on était, alors déjà à la base, on était en recherche de très bons cafés, évidemment, mais aussi de très bons cacao, ce qu'on appelle des cacaos fins et aromatiques, hein, qu'on trouve d'ailleurs, à- disons, à de très très bons niveaux en Amérique latine. Et ce travail de terrain consiste à vraiment aller sur place et regarder, tester, discuter, sentir un petit peu quand même quel est le contexte local, hein, pour vérifier que derrière, on va être correctement servi au niveau des différents lots qui vont nous être envoyés. Il se fait qu'on a actuellement deux permanents, alors qu'ils sont en sous-traitance, mais qui sont quand même deux équivalents temps plein, qui travaillent en Amérique latine et qui sont un peu nos yeux et nos oreilles, hein, sur place pour aller faire justement les sourcings dans les différentes coopératives, que ça concerne les cafés verts ou les cacaos. Et là-dessus, il n'y a pas de miracle, en fait. Il faut aller sur place, il faut discuter. Il faut aussi leur montrer qu'on vérifie tout. La confiance est parfois très relative, hein, donc ça nous oblige aussi à faire beaucoup de vérifications, à la fois de tests organoleptiques, hein, une fois que les échantillons sont arrivés en France, mais également de faire des tests physico-chimiques, hein, pour vérifier notamment qu'ils respectent les critères bio, qui eux sont ce qu'ils sont, hein. C'est la machine qui dit si c'est compatible ou pas. Donc tout ça, en fait, génère beaucoup de vigilance et c'est quelque part nécessaire si on veut qu'au final, la qualité des produits soit au rendez-vous. Donc il y a petit à petit un vrai travail de terrain qui est la condition absolument nécessaire si on veut au final récupérer des produits de bonne qualité. Certains disent que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est c'est un peu du marketing que les entreprises, elles le font pour se mettre en avant. Qu'est-ce Ouais. que toi, tu en penses? Alors oui, je pense que c'est en bonne partie vrai, hein. La RSE ressemble souvent des fois à de belles opérations de communication. Néanmoins, ce que nous, on essaye en tout cas de faire chez Grand Sail, c'est de montrer qu'il est justement possible,
d'adresser réellement la RSE sur l'ensemble de ces points, de ces valeurs, hein, sans que ça soit pour autant trop pénalisant sur l'équilibre financier de l'entreprise. Et en montrant d'ailleurs au contraire que ça génère un cercle plutôt vertueux, et notamment une marque assez puissante, hein, c'est ce qu'on constate au travers de la marque Grand Sail, hein. Et comme moi, j'ai toujours cru beaucoup dans la force de l'exemple, hein. C'est souvent ce que je cite, hein, la force de l'exemple est pour moi quelque chose qui est quelque chose à vraiment utiliser, beaucoup plus que dans la force du discours. Je trouve que de montrer concrètement que les actions qu'on mène, à la fois côté environnement, côté social, hein, et avec cet équilibre financier au niveau du groupe, hein, est quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à dire que pour moi, aujourd'hui, les entreprises du 21e siècle et des siècles suivants doivent revenir à cet équilibre entre le social, l'environnement et l'économie d'entreprise. Si on ne le fait pas, de toute façon, c'est la planète qui, à un moment donné, va montrer ses limites, hein. C'est ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein. Et c'est du coup la planète qui va quelque part, à un moment donné, qui ne sera plus en mesure de fournir justement les services environnementaux permettant d'alimenter cette fameuse économie. Les services environnementaux étant le fait d'aller faire pousser de l'herbe ou de faire des élevages ou de fournir des minerais ou de fournir de l'énergie. À un moment donné, la planète, quand on lui en demande trop, forcément, les choses s'arrêtent. Et donc, ce facteur limitant, on est aujourd'hui à la croisée des chemins où on a deux voies possibles. La voie qui consiste à anticiper et à organiser cette nouvelle manière de produire, de transporter et de consommer, ou l'autre voie qui sera une voie subie où on va continuer comme si rien n'était, et c'est la nature, l'environnement au sens large, qui à un moment donné va nous limiter. Et là, ça se fera dans la douleur. Donc, espérons qu'on ait quand même suffisamment de sagesse pour plutôt anticiper, se calmer un petit peu, hein. Je le dis souvent, tout ça consiste finalement à faire en sorte de réduire la pression qu'on exerce sur l'environnement, puisqu'on est 8 milliards sur Terre, et avec en plus des habitudes dans les pays développés comme la France, qui font qu'on a très très largement à notre échelle dépassé ce que la planète est capable de supporter, hein. Je rappelle que si toute la population mondiale vivait sur le train de vie environnemental d'un Français, il faudrait 3 planètes pour nous supporter. Et si on vivait avec le train de vie environnemental d'un Américain, il en faudrait 5. Donc on n'est pas de bons exemples, très clairement. Et donc c'est ce rééquilibrage, hein, qui est nécessaire en urgence, mais qu'il faut faire en gardant un petit peu de plaisir dans l'équation pour que tout le monde ait envie d'embarquer dans cette nouvelle manière de vivre. De ton point de vue, de ce que tu as pu voir durant toutes ces années, c'est quoi les plus gros obstacles de cette transition écologique? Pour moi, c'est le changement d'habitude, en fait, qui prend toujours du temps. Enfin, l'humanité, au sens large, n'aime pas trop changer ses habitudes, et surtout, on est aujourd'hui en plein dans ce que moi j'appelle la parenthèse enchantée de l'économie pétrole. L'économie pétrole, en fait, est quelque chose de totalement magique, hein, en termes de performance. Alors, avec énormément de dégâts sur l'environnement, d'accord, hein, mais en termes de praticité, en termes de puissance, le pétrole nous apporte énormément. Le pétrole nous permet de pousser des camions, des voitures, des bateaux, d'utiliser un bulldozer pendant toute une journée pour bouger des centaines de tonnes de terre. Enfin, c'est juste absolument miraculeux. Pour donner un petit exemple, dans 1 litre d'essence, on a à peu près 10 kWh d'énergie pure. En fait, 10 kWh, ça revient à pédaler sur un vélo pendant 3 semaines. Quand on fait son plein d'essence, environ 50 litres, prenons une voiture un peu conséquente, ça revient à pédaler sur un vélo pendant 3 ans. Et si donc on devait payer le cycliste, hein, au prix de l'essence qui a pédalé sur un vélo pendant 3 ans, on lui donnerait 70 euros, quoi. Et c'est ça la magie du pétrole. Et le pire, c'est qu'en fait, on s'y est habitué et qu'on trouve ça normal. Alors qu'en fait, non. On est en train de cramer en l'espace de 150 ou 200 ans l'ensemble des ressources fossiles en fait, de la planète. Ça a évidemment fait exploser le PIB mondial. On s'est retrouvé comme dopé, on va dire, par du pétrole pendant des décennies, mais d'une manière extrêmement puissante. Et pourtant, il va falloir s'en passer. Donc ça ne va pas être forcément très agréable, on va dire, mais il va pourtant falloir modifier nos habitudes.
Et c'est vers ça qu'il va falloir se diriger, hein, qu'on soit content ou pas. C'est évidemment une nécessité absolue. Et on va remplacer ça par d'autres énergies, mais ça va nous demander d'être plus raisonnable. Je pense que c'est le mot. Alors, on peut l'appeler sobriété, mais il va falloir qu'on devienne raisonnable sur beaucoup de choses. D'ailleurs, même les cargos Grand Sail sont des navires de taille plus raisonnable. Il va falloir, au lieu d'aller acheter 10 t-shirts chez Shine, faits dans des conditions sociales absolument déplorables et pour une qualité très médiocre, hein, plutôt que d'en acheter 10 pour 50 euros, on en achète 2 faits plus localement pour 50 euros également. Donc on passe d'un plaisir de la quantité vers un plaisir plus qualitatif. On s'est acheté 2 beaux t-shirts et on est content avec ça. Et il faut apprendre à évoluer vers ce genre d'acte d'achat. Et voilà, et tout est là, et avec un peu de plaisir dans la vie quand même. Voilà. Comment est-ce que vous arriviez en interne à sensibiliser un petit peu sur ces impacts environnementaux, que ce soit pour vos collaborateurs ou même pour l'extérieur, pour le consommateur? Il faut faire un petit peu ce que je fais en ce moment même, hein. C'est donner justement ces explications, essayer de les donner de manière un peu globale quand même, hein, pour expliquer pourquoi on fait ça, expliquer les limites planétaires, montrer qu'on n'est pas dans un monde totalement magique qui pourrait avoir une croissance infinie. En fait, on rappelle des éléments de physique, hein, finalement en faisant tout ça, et on fait prendre conscience que chacun a son rôle à jouer, que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, notamment par la force de l'exemple, et que personne ne peut s'en laver les mains. C'est une responsabilité collective qui doit petit à petit s'inscrire, hein, dans chacun des pays. Et oui, ça va être compliqué, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, et donc, c'est de l'explication, c'est de la pédagogie, c'est ce que nous-mêmes on fait auprès des chargeurs, hein. Même si on a aujourd'hui un petit peu de mal à bien charger nos navires, hein, on est convaincu que petit à petit, on va y arriver, puisque quand l'explication est donnée, la perception devient totalement évidente. Quand tu veux dire bien chargé, c'est-à-dire les remplir au maximum? Oui, de bien les remplir, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, le transport maritime à la voile sera toujours plus cher que son équivalent au moteur. Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est qu'un voilier coûte toujours plus cher que son équivalent au moteur, hein. On a fait l'exercice pour Grand Sail 2. Grand Sail 2 est un navire à voile qui a coûté 10 millions. Son équivalent au moteur, avec la même capacité d'emport, hein, coûterait 5 millions. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'un navire à voile coûte plus cher en entretien qu'un navire au moteur, puisqu'il y a le gréement justement notamment qui est à maintenir, hein, tous les ans. Et le troisième élément, c'est que si on veut être très bas carbone, on est obligé de faire des navires de taille raisonnable. Or, il se fait qu'en maritime, l'équation économique devient beaucoup plus favorable dans des navires de très grande dimension. Et c'est bien pour ça qu'on a des porte-conteneurs qui font 300-400 mètres, hein, qui sont des navires, je tiens à le dire, qui sont à la fois très efficaces au niveau financier, puisque le coût du transport est quasiment gratuit, puisqu'on ne paye pas la pollution, on ne paye pas le réchauffement climatique, on ne paye pas le bruit, hein, tout ça c'est gratuit. Et ça reste malgré tout des navires qui sont plutôt efficaces en nombre de grammes de CO2 par tonne et par kilomètre. Et là, je vais terminer par ça, comme pour donner une petite échelle. L'avion, c'est à peu près entre 500 et 1000 grammes par tonne par kilomètre. Le routier, des voitures au camion, hein, c'est à peu près de 100 grammes à, on va dire, 300 grammes par tonne par kilomètre. Le ferroviaire, je dis ça de mémoire, je crois que c'est du 40 à 80 grammes par tonne par kilomètre. Le maritime, les plus gros porte-conteneurs, c'est 10 grammes à 40 grammes. Donc on est sur des navires plutôt efficaces malgré tout. En volume, c'est plus discutable, mais en tout cas, ramené à la tonne et au kilomètre, c'est plutôt pas mal. Et le navire Grand Sail, on est entre 1 et 2 grammes. Donc voilà un petit peu l'échelle, hein. On est parti de l'avion tout en haut qui était entre 500 et 1000 grammes et descendu jusqu'au navire Grand Sail qui font 1 ou 2 grammes. Et entre les deux, il y a tout un gradient. Et donc on voit qu'effectivement, il est normal d'avoir du transport maritime bas carbone à la voile qui est plus cher effectivement que son équivalent moteur pour les 3 raisons que j'ai citées, hein. Un navire à voile coûte plus cher, les charges opérationnelles sont plus coûteuses également qu'un navire au moteur, hein. Et puis la taille des navires, oui, qui fait qu'on est contraint
Parce qu'on ne saurait pas mettre un énorme gréement sur un porte-conteneur de 300-400 mètres. Il faudrait mettre des mâts de 300-400 mètres, des voiles qui seraient de vrais terrains de foot, un tirant d'eau qui serait incompatible avec les infrastructures portuaires, hein. Le tirant d'air non plus, hein, le bateau passerait pas sous les ponts, donc, donc on serait vite gêné. Et donc on voit qu'à vouloir être très efficace sur le bilan carbone, bah, on est obligé de devenir raisonnable, hein, également sur la taille des navires. C'est vrai qu'on on l'a pas dit, vous transportez vos produits plus les produits d'autres marques. Enfin, vous essayez du moins Oui, oui, de oui. d'autres marques. Bah, on a ouvert nos cales, hein, comme on le dit dans d'autres jargons. On a ouvert nos cales pour des chargeurs externes qui souhaitaient également, évidemment, transporter leurs marchandises en bas carbone, hein. Et finalement, on en est venu petit à petit à exporter vers les États-Unis ce que la France sait faire de mieux en termes de produits manufacturés. Ça va des vins en passant par de l'habillement, des sacs à main, de la pharmacie, des champagnes, et puis évidemment des chocolats à grains de sel. Et c'est finalement plutôt très bien de réussir quand même à transporter des produits qui, pour le coup, ne pourraient pas être fabriqués localement là-bas avec la qualité qu'on est capable de sortir en France. Donc là, ça a du sens quelque part d'exporter ce genre de produits. Et puis dans l'autre sens, évidemment, on importe évidemment des matières premières pour les besoins de grains de sel, mais également pour d'autres chargeurs qui auraient eux-mêmes besoin d'importer leurs matières premières. Et on l'a déjà fait d'ailleurs pour d'autres chocolatiers, d'autres couverturiers, et on est en discussion également pour le faire sur du café. Ouais, enfin, en tout cas, ce système, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus démocratisé, entre guillemets, parce que j'ai interviewé la marque Les Jardins de Gaïa, il n'y a pas Oui, si longtemps que ça, qui eux aussi viennent de commencer à faire leur premier transport par voilier, là, c'est ça. qui a d'ailleurs déjà dû arriver aujourd'hui. Là, il est parti, je crois, en août, en juillet ou en août, et puis bah, il devait arriver en octobre, je crois, quelque chose comme ça. Bah, il faut arriver à ça petit à petit, le faire sur des produits qui méritent effectivement de traverser l'Atlantique, hein, et puis faire attention au final sur l'économie carbone réelle en fait des navires, puisque il faut quand même pas oublier qu'il ne suffit pas de mettre des mâts et des voiles pour décarboner totalement un navire, hein. C'est une question de dimensionnement, de design évidemment de la coque, hein, pour arriver à ce que nous on a fini par appeler un pur voilier, et qui est un navire qui peut vraiment se passer totalement du moteur en navigation. Et c'est une équation qui n'est pas si facile que ça en fait à obtenir, hein. Le design demande quand même d'y réfléchir à deux fois. Mais voilà, une fois de plus, la technologie des navires aujourd'hui permet de le faire. Avec une bonne équipe de routeurs, ça permet également de trouver les bons parcours, hein, pour traverser les océans avec efficacité. Donc c'est une solution qui est redevenue moderne. Et tant mieux, et ça montre aussi qu'il y a quand même des solutions et qu'aujourd'hui, en prenant un petit peu la peine de réfléchir, on a des moyens de réduire la pression qu'on exerce sur l'environnement. On n'est pas face à un mur, on est face à une urgence, mais on n'est pas face à une absence de solution. Et je trouve que les limites planétaires sont un excellent guide finalement pour dérouler, à l'échelle de chaque entreprise, dérouler des plans d'action efficaces, quoi. Donc Et puis, comme voilà. tu l'as dit, de toute manière, aujourd'hui, on n'a plus le choix si on veut aller vers quelque chose où ben, on puisse continuer à vivre à le monde, quoi. Ouais, il faut le faire sans tarder, sans crainte non plus. Enfin, il faut effectivement accepter de changer un peu ses habitudes. Mais une fois que les habitudes sont acquises, derrière, ça se passe très bien. Je me souviens, dans les années 70, à l'époque, quand la ceinture de sécurité est devenue obligatoire, enfin, les gens rouspétaient, quoi. Oui, c'est comme arrêter de fumer dans les lieux publics. Voilà, voilà. De manière, Après quelques années, on se dit, bah oui, finalement, c'était évidemment la chose à faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, être dans une voiture sans ceinture, c'est un peu flippant, hein. Alors, on a l'impression d'être un peu vulnérable. Donc, comme quoi, les habitudes, une fois qu'elles sont prises, derrière, tout se passe bien, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Hors du temps, difficile de on changer. n'en a Ouais. plus trop. Voilà, ouais. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. J'ai deux petites questions encore. Pour toi, c'est quoi bien manger? C'est quoi ta définition pour toi du bien manger?
Alors, en un, je mettrais le plaisir. Il s'agit quand même de prendre du plaisir dans son alimentation. Et puis en deux, bah, il faut évidemment aligner le plaisir sur ce que l'environnement est capable de supporter. Et donc, je préconise évidemment de consommer bio et même dans des cultures qui s'appuient sur l'agroforesterie. Enfin, ça, c'est le top du top, quoi. Comment tu définis le plaisir? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de plaisir aujourd'hui. Comment tu le définis, toi? Bah, c'est peut-être aussi des plaisirs un petit peu plus simples finalement, des plaisirs qui ne s'appuient pas forcément sur tous les gadgets technologiques qu'on a pu développer ces dernières années. Il y a aussi le plaisir de la nature, le plaisir d'être entre amis, à justement faire un bon repas. Mais il faut absolument garder le plaisir en fait dans nos vies, puisque c'est un peu notre moteur malgré tout. Il faut juste essayer d'avoir des plaisirs qui ne sont pas trop pénalisants pour l'environnement. Une fois de plus, on a le droit avec le donut et le cercle intérieur, il est normal d'exercer une pression minimale sur l'environnement. On n'a évidemment pas la prétention de dire qu'en étant 8 milliards sur Terre, la pression pourrait être nulle. C'est évidemment totalement utopique. Donc on peut exercer un peu de pression, ça c'est pas du tout un problème, et c'est tout à fait logique. La Terre est quand même capable d'en supporter une certaine quantité. Le tout, c'est de ne pas dépasser les limites hautes. Et c'est pourtant ce qu'on a fait en quelques décennies seulement, notamment grâce au pétrole, hein, mais pas que. Et c'est ça qu'il va falloir petit à petit réviser rapidement, mais garder le plaisir dans l'équation, et c'est fondamental. Sinon, dans des positions trop extrêmes, qui sont pourtant exactes, hein, on pourrait aujourd'hui être beaucoup plus dur dans nos manières de gérer les choses, mais je pense qu'il y aurait sans doute une très très grosse difficulté à ce que tout le monde y adhère. Et c'est quoi d'ailleurs, toi, ton petit plaisir alimentaire, ta collation ou ton snack favori? Ça peut même être un plat ou un simple aliment. Alors bon, au-delà du chocolat et du café, hein, je vais quand même sortir de ça, même si c'est évidemment des choses que j'apprécie beaucoup, mais moi j'apprécie. Alors je suis pas végétarien, je consomme un peu de viande quand même, pas mal de poulet d'ailleurs, qui est la viande, disons la moins problématique, hein. Moi j'adore en fait faire des plats mijotés. Euh, tu prends ta gamelle, huile d'olive, oignon, on fait revenir tout ça. On rajoute donc un peu de viande, on la fait revenir également. On va déglacer éventuellement avec un vin blanc, puis après rajouter des épices, des tomates, tout ce qu'on veut. Et cette notion qui consiste à prendre un peu ce qu'il y a dans le frigo finalement, à mettre ça dans une gamelle et à le faire avec la bonne séquence pour générer du goût, le goût étant par lui-même le plaisir évidemment. Et ben c'est là où on va trouver justement au final du plaisir dans la dégustation, quoi. Donc en plus, c'est tout simple, hein. Alors moi, je l'ai appris petit à petit en regardant comment ça se faisait, mais euh, le fait d'utiliser alors ça s'appelle la réaction de Maillard, hein, quand on fait revenir nos oignons ou la viande et de déglacer tout ça au vin blanc. Bon, ça c'est le petit plus qui fait qu'au final, on récupère un plat qui a du goût, tout simplement. Tu m'as donné l'eau à la bouche. Eh bah oui, tant mieux. Bah écoute, Jacques, merci beaucoup pour toutes tes explications. Si on veut un petit peu Merci plus Mehdi. de grain de sale, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Bah, le plus simple est d'aller sur le site grainsel.com, donc grainsel en un seul mot, .com. Et puis également sur les réseaux sociaux, de LinkedIn à Facebook, en passant par Instagram, etc. Donc, on a une belle communauté qui nous suit maintenant depuis des années, et on a plein d'informations à laisser en permanence sur notre aventure. Ouais, alors pour ceux que ça intéresse, c'est grain de sale, donc grain graindesail.com. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Très bien. Écoute, Jacques, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis ben, je te souhaite une bonne fin de journée à toi et à une prochaine. Merci Mehdi, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.